un résumé de votre mandat au Parlement européen et quelles ont été vos principales réalisations. Écoutez, moi je suis investi au niveau de 2 commissions, la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, je m'occupe aussi du spatial, et puis la commission des affaires étrangères. Alors, le cœur de mon action a été la commission de l'industrie et de l'énergie. J'ai travaillé pratiquement sur toute la transition écologique de notre énergie, donc le fait d'arrêter de polluer, d'arrêter de dégager du CO2, tant pour l'industrie que le résidentiel, que pour les transports. Et donc là, il y a vraiment un gros travail sur la réforme du marché de l'électricité, pour que les gens payent une électricité moins chère et de façon plus stable. Je suis également intervenu sur les technologies propres européennes. Je suis intervenu sur la nouvelle stratégie industrielle européenne, parce qu'il faut absolument réindustrialiser. Voilà, il y a évidemment dans cette commission quelque chose de majeur, c'est l'espace pour moi, puisque je me suis également occupé du texte sur le IRIS 2, donc la constellation de satellites européens de télécommunications, qui est une grande première mondiale, qui sera un peu le concurrent de M. Musk dans l'espace. Et de l'autre côté, la commission des affaires étrangères, j'étais en charge de plusieurs rapports sur défense et espace. Je suis rapporteur permanent sur la Suisse, où il y a des relations à soigner, à travailler, et puis également sur le Liban et l'Égypte, et avec la situation au Moyen-Orient, j'ai eu aussi à intervenir là-bas pour essayer un petit peu de jouer la désescalade, et puis de faire un peu se parler des gens. Pas facile, c'est pas encore fini malheureusement, il y a encore beaucoup de travail sur ce thème-là aussi. Et donc, selon vous, quel impact votre travail a-t-il eu sur les citoyens européens, sur les citoyens français, de manière concrète? De façon très très concrète, il est clair que le prix de l'énergie est quelque chose qui touche tout le monde. Alors le prix et la disponibilité, parce que des fois on oublie, on dit il faut juste le prix. Ben, si le prix est pas cher et que le soir à 18h vous êtes dans le noir parce qu'il n'y a plus d'électricité disponible et que vous ne pouvez pas vous chauffer à cause de ça, bon, vous en voudrez aussi aux institutions. Donc il faut garantir que la ressource est là pour tout le monde et que par ailleurs les prix sont tirés vers le bas. Et c'est ce qu'on a fait avec cette réforme du marché de l'électricité qui va permettre aussi à la France de continuer à exporter, qui va permettre aux Français de payer de l'électricité sur le prix du coût de production en France, par exemple. Mais pour tous les pays, ça sera pareil. Et donc, depuis le début de votre mandat, vous défendez le Made in Europe. Vous avez notamment été rapporteur pour le groupe Renew sur le règlement pour une industrie zéro net. Pour vous, quelles sont les mesures clés de ce règlement qui vont permettre l'essor de l'industrie européenne et comment favoriser une innovation en France? Alors, l'idée, c'est effectivement de produire de l'énergie propre, qui ne dégage pas de CO2. Et pour produire cette énergie, il faut utiliser toutes les technologies disponibles et s'assurer qu'au nom de la résilience, tout ça, c'est bien produit en Europe. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, puisque sur les panneaux photovoltaïques, par exemple, 90% sont importés de Chine. Donc, il y a un moment, il faut dire stop, il faut pouvoir s'organiser en européen. Et donc, dans le cadre de ce texte sur le net zéro, il y a des soutiens financiers pour aider nos industries. Il y a des soutiens également de communication pour faire développer un peu ce concept et que les gens aient envie d'acheter aussi européen au niveau individuel. Et puis, au niveau des marchés publics, nous avons instauré une préférence européenne. Alors, je me suis battu là-dessus parce que beaucoup de pays ne voulaient pas cette préférence européenne en disant qu'il n'y a que le prix qui faisait tout. Ben, si on paye un peu plus cher et qu'on permet de sauver des emplois, on va créer de la richesse dans l'Europe de demain, donc il ne faut pas avoir peur de le faire. Donc 30% des enchères publiques, donc des marchés publics, eh bien, sont soumis maintenant à la concurrence européenne, à la préférence européenne, une sorte de Buy European Act, comme on dit, qui va vraiment aider les entreprises et qui va aider notre décarbonation et notre autonomie stratégique énergétique. Le dernier mandat du Parlement européen a aussi été une occasion pour renforcer la stratégie de transition écologique de l'Union européenne. Comment, selon vous, assurer la cohérence réglementaire entre les objectifs ambitieux de relocalisation de la production, donc des technologies clés d'avenir, notamment pour la transition énergétique, et la réglementation environnementale de plus en plus contraignante pour les producteurs? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, effectivement, quand vous allez relocaliser l'industrie dans l'Europe, en théorie, vous rajoutez un peu de pollution. À moins que vous arriviez, dès maintenant, à installer des usines qui polluent moins. C'est ça un petit peu le Green Deal, le pacte vert, c'est pouvoir s'adapter. Vous savez, quand il y a eu la crise du Covid, tout était à l'arrêt. Et on s'est dit, bon, maintenant il faut réparer les écosystèmes, pour permettre de faire redémarrer. Alors, il y avait un débat, soit on reconstruit comme avant et après on adapte au Green Deal, soit on profite de cette reconstruction pour tout de suite faire le Green Deal. Et donc, c'est le deuxième choix qu'on a fait. Et là, c'est pareil.
quand on va relocaliser, par exemple, de l'industrie pharmaceutique, on peut faire maintenant avec la chimie verte des choses absolument incroyables qui permettent de limiter les émissions de CO2. Et donc, toutes les entreprises qui vont se développer maintenant, elles devront avoir de l'économie circulaire, de la chaleur circulaire pour éviter d'émettre du CO2, récupérer les réseaux de chaleur, avoir de l'intelligence numérique, toutes ces industries 4.0, comme on dit, qui permettent d'être beaucoup plus modernes et qui vont rentrer parfaitement dans notre grand projet européen, qui est le pacte industriel, le Industrial Deal que nous sommes en train de mettre en place pour le prochain mandat. Qui dit production industrielle dit transport de marchandises et logistique. Le flux de marchandises au sein du marché unique se heurte à un défi à la transition écologique des véhicules, ainsi qu'aux difficultés d'implantation d'entrepôts. Comment garantir la compétitivité et la performance de la supply chain afin de pouvoir soutenir l'industrie européenne? Il est clair qu'il faut déjà que tout ça soit accepté par les gens. Donc, on ne fait rien en Europe sans l'accord des Européens. Donc, il faut que les gens acceptent aussi cette transition dans le domaine des transports. Alors, dans tous les domaines, d'ailleurs, au-delà des transports, le risque quand on veut décarboner, c'est que ça coûte plus cher à produire. Aujourd'hui, de l'acier décarboné, un coût de production absolument énorme par rapport à de l'acier fabriqué de façon normale. Mais avec des investissements, avec la massification de la production, on peut arriver à baisser les prix. Et donc, nous avons des mécanismes aux frontières notamment, le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, le CBAM, comme on dit en anglais, qui nous permet de protéger notre marché. Si on veut faire entrer de l'aluminium, de l'acier, des produits finis maintenant, eh bien, il y a une surtaxe à l'entrée dans le marché commun qui va faire que ces prix pratiqués par les autres pays seront équivalents à nos prix. Donc, on aura ce qu'on appelle un level playing field, une compétition équitable où chacun a les mêmes conditions de production. Et ça pourra même encourager ces entreprises de l'autre bout du monde eh bien, à elles aussi décarboner dès maintenant pour leur propre continent. Et donc, il y a un modèle vertueux qu'on va essayer de mettre en place comme ça. Donc, selon vous, quels sont les next steps après l'adoption du règlement pour une industrie net zero? Alors, la première étape, ça va être de retrouver les financements. Parce que nous souhaitions, pour que les technos net zéro puissent répondre en fait un peu à l'IRA américaine, vous savez, Inflation Reduction Act, qui met 400 milliards de dollars pour débaucher les entreprises européennes, donc, enfin pas qu'européennes, mais notamment européennes. Donc en face de ça, il faut qu'on puisse aussi opposer des financements publics pour aider notre tissu industriel. Et donc le fait de constituer un fonds de souveraineté, qu'on a chiffré à 80 milliards, ça pourrait être suffisant, permettra de renforcer l'emploi en Europe et de continuer à industrialiser et autour de l'industrie évidemment, de former des jeunes pour que les jeunes soient attirés vers ces métiers. Donc voilà, sur l'industrie, ce qui me semble important, tout ça va être dans le pacte industriel que l'on souhaite mettre, avec la formation également dedans, et toute la supply chain. On ne peut pas se permettre, comme au moment du Covid, enfin, ça va mettre un révélateur, si vous voulez. Le Covid, c'est qu'on s'est rendu compte que quand les frontières étaient fermées, on ne pouvait plus produire en Europe. Parce qu'il y avait des composants dans la chaîne de valeur qui étaient fabriqués très très loin, et dès que les transports n'existaient plus, eh bien, on mettait nos gens au chômage. Donc, ça, on est en train de le résoudre avec une localisation de la supply chain plus proche des grandes entreprises pour permettre la production totale, indépendamment des aléas de pandémie, de guerre, etc. Donc maintenant, plus généralement, sur votre travail et ce mandat au Parlement européen, avez-vous des regrets ou des choses qui n'ont pas avancé suffisamment à vos yeux? Alors bien sûr, on a toujours des regrets, parce que quand on est proactif, quand on fait beaucoup de choses, il y a des moments où bon, on n'a pas eu le temps de faire ci ou de faire ça. Et donc, non, les seuls regrets, effectivement, c'est peut-être le Covid qui nous a handicapés dans notre mandat. On était obligé de ralentir notre rythme de travail. On ne pouvait plus se voir ni à Bruxelles ni à Strasbourg. On faisait tout en ligne. On n'avait pas les contacts avec les collègues qui permettaient de faire avancer les dossiers plus rapidement. Et ça, pour moi, c'était vraiment un peu un crève-cœur pendant ce mandat. Pendant 2 ans, pratiquement, on s'est trouvé à être obligé de travailler au ralenti alors que le monde n'attend pas et qu'il fallait continuer à agir. Donc, on l'a fait avec ce qu'on pouvait, mais la maladie était là, donc il a fallu attendre. Donc ça, c'est sans doute le plus gros regret que j'ai pu avoir. Concernant le prochain mandat, quelles sont les mesures clés que vous voudriez voir portées pendant cette prochaine mandature? Alors, il faut poursuivre avec ce qu'on appelle l'autonomie stratégique européenne. D'autres appellent ça la souveraineté. Moi, je préfère autonomie stratégique parce que ça veut dire qu'on a notre destin entre les mains dans une économie globalisée.
Et avoir son destin entre les mains, ça permet d'avoir des partenariats avec d'autres continents, notamment les États-Unis, avec lesquels on partage un certain nombre de valeurs, mais en n'étant pas des supplétifs, mais des partenaires. Donc, pour ça, il nous faut de l'autonomie stratégique. Il faut arrêter avec la naïveté. Il est clair que si la Chine nous interdit l'accès à des marchés publics, on ne va pas autoriser les Chinois à avoir accès à nos marchés publics. C'est les clauses miroirs, comme on dit, c'est la compétition équitable. Donc, il faut continuer à défendre une Europe non naïve, une Europe qui s'organise, une Europe où l'autonomie stratégique fonctionne. Alors, évidemment, pour l'énergie, pour la santé, pour la défense aussi, il faut qu'en Européens, on soit capable de se serrer les coudes. Donc, voilà quelques exemples d'autonomie stratégique, mais je pense que ce mot-clé peut être utilisé dans beaucoup de politiques pour le prochain mandat. Et plus généralement, sur l'Europe et les citoyens, comment pouvons-nous rapprocher aujourd'hui l'Europe de ses citoyens? Je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, il faut compter aussi sur les médias pour s'intéresser à l'actualité européenne, pour expliquer ce qui se passe, et puis après concrètement, que les gens voient que près de chez eux, s'il y a une salle polyvalente, si telle école a été rénovée, isolée, ben voilà, il y a des fonds européens qui étaient là, et que ça se voit un peu mieux. Souvent, comme on délègue un peu les financements à d'autres entités, ça peut être les régions, ça peut être les États, et bien souvent la notion d'Europe n'apparaît pas, et les gens ne se rendent pas assez compte de l'impact qu'a l'Europe dans leur vie quotidienne. Et je dis à chaque fois, dans chaque pays d'ailleurs, si vous voulez plus de France, il faut plus d'Europe. Si vous voulez plus de Belgique, il faut plus d'Europe. Si vous voulez plus d'Allemagne, il faut plus d'Europe. Parce qu'aujourd'hui, dans les grands défis du monde, eh bien, c'est le bouclier utile, la protection utile, c'est ensemble. L'union fait la force. Ça, je pense que les citoyens européens l'ont bien compris, parce que majoritairement, c'est ce qu'ils préfèrent au moment des votes, c'est faire ce choix-là. Le repli sur soi-même, eh ben, c'est être condamné à disparaître, en fait. Donc c'est ensemble qu'on pourra être plus fort dans cette belle entité qu'est l'Union européenne. Selon vous, donc, quelle est la conséquence de l'augmentation du poids de l'extrême droite au vu des sondages actuels pour les élections européennes? Alors, le risque, c'est qu'avec le poids de l'extrême droite, on rende la France beaucoup moins influente, par exemple, au niveau de l'Union européenne, puisque ce sont des députés qui font rien, qui viennent contester, qui ne s'impliquent pas dans les dossiers. Or, le poids d'un pays, je cite la France, c'est aussi pareil pour les autres, le poids d'un pays se mesure à sa capacité d'influer sur les politiques européennes. Donc, si on vote pour des candidats d'extrême qui sont contre l'Europe, on va laisser la place aux Allemands, aux Autrichiens, aux Polonais qui ont leur qualité, mais qui vont venir défendre la vision de leur propre pays dans l'Europe. Et donc, on risque d'être marginalisé. Donc là, il y a un risque à ce niveau-là, et il y a aussi un risque démocratique. Je veux dire, quand les extrêmes sont au pouvoir, en général, la liberté de la presse est mise à mal, en général, la justice est mise à mal, et donc il y a de grandes difficultés au niveau des valeurs. Donc il faut se lever en masse, comme on disait lors de la Révolution française, quand la République était en danger. Donc il faut se lever en masse, il faut aller défendre la démocratie, défendre nos valeurs européennes, et puis contenir cette expression de ras-le-bol souvent, mais la contenir pour qu'elle soit minoritaire, elle doit exister, parce qu'on est en démocratie, donc tout le monde doit pouvoir être représenté au Parlement européen, mais elle ne doit pas être aux manettes, elle ne doit pas avoir la responsabilité de nos politiques publiques. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour les citoyens français en vue de ces élections européennes? Il est clair qu'il faut appeler chacun à se déplacer pour aller voter le 9 juin. J'allais dire que c'est sans doute les élections les plus graves, en fait, depuis des années, parce qu'il y a un risque effectivement extrême, il y a un risque de déconstruction. Tout ce qu'on a fait pour le bien-être des gens depuis toutes ces années, et notamment depuis ce dernier mandat, eh bien tout ça, ça peut être mis à mal par un vote négatif, un vote qui détruira l'Europe pour le plus grand bonheur de la Russie, de la Chine, voire des États-Unis. Donc non, je veux dire, il faut réagir, il faut se lever et aller voter. Je vous remercie. Merci. Merci.